Alors, le regard que vous portez sur la fiabilité, la pertinence de ces organisations sous-régionales ou régionales, qu'il s'agisse de la CEDEAO, de la CEMAC ou de l'Union africaine? Disons que tant qu'on n'aura pas bâti, je ne dis pas comme Sankara qu'il faut ramener ça à la population. Mais il faudra dans les institutions africaines bâtir l'Afrique des peuples. S'il y avait une CEDEAO des peuples, on n'en serait pas là. S'il y avait une Union africaine des peuples, on en serait. Maintenant, la fiabilité vient du fait que vous ne pouvez pas permettre que moi qui ne suis pas de chevaux, je construise votre siège, votre maison. C'est pas normal. Et lorsque vous dormez dedans avec vos enfants, vous estimez que je suis l'homme qui vous dérange. Non, en fait. Et vous financez? Non seulement j'ai construit la maison chez vous, je n'ai pas dit ma maison, j'ai construit la maison chez vous, ou alors je vous ai construit une maison, je participe aux frais d'entretien, et en réalité, vous ne pouvez pas décider si je ne suis pas là. C'est les faits, c'est un constat. Et c'est pour ça que je parle des institutions qui sont en réalité des véritables syndicats de chefs d'État. Maintenant, lorsqu'on veut bâtir l'Afrique des peuples, les gens disent, je ne dis pas, Sankara se trompe, s'ils pensent qu'on va commencer à discuter dans la rue avec tout le monde, non. Dans chaque pays, il y a la représentation nationale, au moins. Est-ce que le Parlement africain existe vraiment? Est-ce qu'il est l'émanation de la volonté du peuple? Pour moi, est-ce qu'il existe d'abord? C'est la question. De quoi elle dépend? Elle émane de qui? C'est ça le problème. C'est la même chose des institutions au service des institutions, pas des peuples. Tant qu'on n'en sera pas là, ça va être très, très difficile. Moi, je pensais, jusqu'à une date très récente, que la CEDEAO était en avance, parce qu'au moins, le syndicat de chef d'État de l'Afrique de l'Ouest marchait. Lui, au moins, marchait. Tant qu'il était en phase avec le tuteur. Bon, maintenant... Non, je pense qu'il parle surtout des réformes en termes d'intégration sous-régionale. Ça marche. Le commerce sous-régional... Non, ça marchait. Ça marche plus. Ça marche. La libre circulation... Ça marchait. C'était très efficace. C'est la sécurité qui a donné ça. Pour nous, c'était un modèle que l'Afrique centrale, du moins que je souhaitais que nous copions. Mais aujourd'hui, entre une Afrique centrale qui n'a pas véritablement d'intégration, mais qui semble, à défaut d'un paix, au moins stable sur le plan politique, et une Afrique de l'Ouest où l'intégration marche très bien, mais qui est en mouvement tout le temps. Bon, disons que le mouvement, c'est la dynamique, on peut dire ça comme ça. Mais je dois dire que c'est aujourd'hui quand même, reconnaissons avec Sankara que nous avons encore chemin à faire en termes de mise en place de nos institutions communautaires. Ça commence par, lorsque les gens veulent se retrouver, est-ce que les parlements ont leur mot à dire? Ou les parlements viennent ratifier ce que les chefs d'État ont fait? Je ne sais pas s'il faut commencer par ça. C'est les parlements qui représentent effectivement le peuple. Si tant il est bien qu'eux-mêmes sont bien élus, mais mal élus, bien élus, représentant quand même le peuple. Il faudra que l'Afrique des peuples existe d'abord. Malheureusement, tant que c'est les parlements qui vont désigner les représentants de leur parlement, au Parlement africain, ça ne marchera pas. Il faudrait bien que... Parce que l'intégration veut dire quoi? On fait une liste. Entre moi du Cameroun, je ne sais pas moi, Biangima, je dis n'importe quoi, du Gabon, et l'autre de Guinée, l'autre d'Algérie, et on va en élection, ça permet au peuple d'Afrique d'élire leurs représentants. Avec un projet. Bien sûr, avec un projet. Oui, tout à fait. Ça permet que ces gens soient représentatifs et représentent quelque chose en termes de peuple. Mais dans le cas concret, ça bien que c'est le président de la République dans tous les pays du monde qui désigne les représentants de son pays au Parlement africain. Ce n'est pas bon. Ça fait donc que, si vous êtes ça, c'est le fait que ce soit l'Union européenne aujourd'hui, que la Russie demain, c'est des tuteurs. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Ceux qui pensent qu'on va chasser l'Occident pour remplacer par l'autre côté occidental également, parce que moi, ce n'est pas différent. Il se passe simplement que ceux qui n'étaient pas, du moins, je dois dire comme président Paul Biya, que la Russie a été pour beaucoup dans la décolonisation des peuples africains. Il faut le reconnaître. Et du coup, on ne peut pas être dans la décolonisation et dans la colonisation. On ne peut pas faire les deux à la fois. Aujourd'hui que c'est terminé, que le monde s'est unipolarisé au détriment de la Russie, qu'il veut se bipolariser à nouveau, la Russie est fondée de façon stratégique, je ne dis pas honnête, pour se mettre dans la conquête des nouveaux territoires, tout au moins en zone d'influence. Il ne s'agit pas de l'amour entre les Occidentaux, d'où qu'ils viennent, avec l'Afrique. Il s'agit de la défense des intérêts. Et je suis d'accord avec M. Bikoro que c'est en ce moment-là, pour faire un choix, il faut avoir au moins deux. Nous avons aujourd'hui la chance qu'il y a moins deux ou trois. C'est l'occasion pour les Africains d'adresser leur véritable problématique de développement. Qu'ils les adressent et qu'ils mettent sur le marché. Le marché, c'est pour mieux disant. Il n'est plus question, parce que le danger aujourd'hui, c'est que nous passons de l'exploitation, je peux dire, d'une économie de rente avec l'Occident à une économie d'impérialisme forcé avec les autres. Parce que dans tous les cas, lorsque vous appelez les forces russes, appelez les forces privées ou publiques chez vous, quand vous n'avez pas d'argent à leur donner, qu'est-ce qu'ils font? Ils raptent les intérêts. Ils raptent les intérêts et ils fixent ce qu'ils prennent et ce qu'ils font.
Donc, c'est pas différent. Et c'est gênant que les Africains pensent. Là, je suis content que Bazoum aujourd'hui vive ce qu'il a vécu hier. Ce qu'il a soutenu. Il a soutenu. C'est pour ça que moi, j'ai dit, aujourd'hui, par rapport à Bazoum, il sait lui-même que si la guerre commence, la première personne qui va perdre sa vie, c'est lui. C'est lui. Et ça veut dire que ce n'est pas pour lui qu'on se bat. Non. Très bien. Il faut qu'il le comprenne. On se bat pour les intérêts que lui, Bazoum, a compris. Parce qu'en fait, Bazoum est victime de son émancipation. Il a voulu s'émanciper, y compris de la France, hein, y compris de son tuteur, Issoufou. C'est parce qu'on a vu s'émanciper qu'on a, malheureusement, le pendant dont il n'a pas pu se débarrasser. Ça s'appelle le général Tchani. Parce que je ne comprends pas comment ce monsieur, plus de 2 ans après qu'il a accédé au pouvoir, n'a pas pu structurer son pouvoir autrement. Non, ce n'était pas possible. Bon, Paul Biya, je reviens, Paul Biya a connu le même cas en 84. Rassurez-vous que lorsque Paul Biya arrive en 82, la garde présidentielle garde le même nom, garde républicaine. Et garde carrément les mêmes dirigeants. Maintenant, le coup d'État qui arrive en 84, on ne peut pas savoir d'où il est venu. Est-ce qu'il est venu D'abord en 83. Non, en 83, on sait. En 84, s'il est venu de ceux qui pensaient que Paul Biya, comment fait-il pour garder les mêmes gens que nous voulons chasser? C'est une possibilité. Or, il est venu de l'homme qui était parti, qui estimait que, ayant laissé ses contrôleurs, ses caméras, parce qu'en fait, le général Tchani n'était qu'une caméra au service du Issoufou au quartier. Ce monsieur qui a laissé ses caméras, il regarde dans l'écran de surveillance, il dit, mais attendez, ce monsieur commence à parler avec tout le monde, il faut qu'il parte. Donc il faut que les Africains s'arrêtent, vraiment s'arrêtent, et adressent le... Déjà que le sous-sol aujourd'hui est connu. Nous avons la chance que le sous-sol aujourd'hui en 2023 est connu. Ce n'est pas comme en 60, où on vous disait qu'il y avait un peu de pétrole chez vous, et on vous découvrait après que l'impôt là est devenu beaucoup. Aujourd'hui, les manuels d'andrologie, les manuels géologiques permettent de savoir quels sont les minéraux dont on regorge le sous-sol africain. Et à partir de là, nous pouvons faire l'état des lieux et notre véritable compte d'exploitation prévisionnel. Lorsque nous l'avons sur le plan économique, on dit aux gens, ok, tous ceux qui veulent commercer avec nous, ceux qui veulent coopérer avec nous, ne nous aidez plus. Ne nous aidez plus. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas nous aider contre nous-mêmes. Ne nous aidez plus. Mais voilà ce qu'on est capable de faire avec vous. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la technologie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous avez ça. Nous, on a les minéraux. Mettons-nous sur le marché et discutons. Discuter veut dire que d'égal à égal, il n'y a plus de contrats d'adhésion. Mais tel que c'est parti là, lorsque quelqu'un, un ami entre guillemets, veut vous secourir en temps de crise, c'est un contrat d'adhésion. Il faut librement consentir aux choses que nous voulons faire avec les autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, demain ou après-demain.